Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est le Vraies Voix du vendredi et le Vraies Voix du vendredi. Et j'ai envie de dire, c'est presque un week-end. Quasi. C'est quasi. C'est vrai, oui. Mais on travaille quand même dans la joie et dans la bonne humeur, comme le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Oui. Vous savez que là, j'ai une envie de faire des heureux. Pas vous? Direct, il a envie de faire des heureux. Moi, j'ai envie de vous dire, Philippe, tout ce que vous demandez, je le mettrai en place. Vous avez envie de faire des heureux, très bien. Allez, je vous ai converti au davidisme. Oh, ouais, c'est bien. Allez, le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Grâce à Philippe David, pour vous de gagner peut-être un cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous allez donc gagner peut-être ce cadeau. Écoutez bien, votre séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne, à la mer ou à la campagne grâce à Odalis Vacances. Un coffret de célèbres couteaux de table et des ateliers français Perceval ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du sapin. Alors on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ce cadeau et s'il y a un cadeau. En attendant, si vous voulez tenter votre chance, c'est facile, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà appeler et attendez le chiffre entre 1 et 25. Benoît Perrin, un chiffre entre 1 et 25. Vite. 22. 22e appel au standard 0826 300 300 et avec nos auditeurs préférés, vous pouvez nous appeler aussi à ce numéro 0826 300 300 si vous voulez bien entendu participer au débat. En attendant, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, ce sera à 17h30, une bougie de Hanouka, la fête juive, allumée hier soir à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron. La scène provoque un tollé chez ceux qui y voient une entorse à la laïcité. Même le président du CRIF critique la séquence, c'était ce matin sur Sud Radio, mais le chef de l'État défend au contraire une cérémonie respectueuse de la République et de la Concorde, un signal de soutien face à la montée de l'antisémitisme, ajoute la première ministre Elisabeth Borne. Alors parlons vrai, est-ce que c'est une atteinte à la laïcité? Est-ce que vous attendiez à voir les bougies de Hanouka dans l'Elysée? Ou pourquoi pas une messe? Ou pourquoi pas l'Aïd? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la laïcité, on la met un peu à toutes les sauces? Est-ce que pour vous, Hanouka à l'Elysée, c'est anti-laïque, symbolique, une faute politique et insignifiant? Pour le moment, vous dites avant tout une faute politique à 52%, c'est anti-laïque à 26%, c'est symbolique à 14% et c'est insignifiant, à 8%. Et notre expert du jour pour en parler, Salomon Malka, sera avec nous, ancien rédacteur en chef de l'Arche et auteur du livre Dieu, la République et Macron, publié aux éditions du Cerf. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix face au terrorisme. 65% des Français estiment qu'il faut adapter notre système judiciaire et prévoir des mesures d'exception dérogeant à nos principes juridiques et constitutionnels. Résultat de notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, ça reste une opinion très majoritaire. C'est moins qu'en 2016 où 77% des sondés se disaient favorables à une telle adaptation de notre état de droit, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que vous vous sentez encore en sécurité en France? Est-ce que avec le niveau de vigilance Vigipirate qu'il y a aujourd'hui, vous pensez qu'il faudrait aller encore plus loin et changer l'état de droit avec, pourquoi pas, des tribunaux d'exception comme il y en a eu à une époque en France? C'est d'ailleurs la gauche qui les avait supprimés en 1982. Pour lutter contre le terrorisme, faut-il mettre en place des mesures d'exception? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 74%. Je rappelle que pour l'IFOP, c'est 65% qui disent oui. Et on en parlera avec notre expert Jean-Philippe Dubrul, sera avec nous, directeur du pôle opinion et expertise, actualité et politique de l'IFOP. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, comme tous les jours, Philippe Bilger, fidèle au poste, président de l'Institut de la Parole. Cher Philippe, vous êtes un petit peu la vigie, la ligne directrice de cette entreprise des vraies voix. Vous êtes adorable, Cécile, parce que ma ligne est parfois du zigzag. Oui, même dans la mesure. Si vous êtes en zigzag, d'anarchiste de droite. Exactement, Philippe David est en rondeur, cette ligne. Elle est ronde. Et Benoît Perrin est avec nous, directeur de contribuables et associé de cours. Exactement. Voilà, bonjour comment Philippe. ça va? Bonjour Cécile. Très bien. Bonsoir. On a enfin une bonne nouvelle dans l'actualité, parce que vous avez vu que Notre-Dame va réouvrir dans 1 an. On a quasiment tous pleuré il y a 1 an pour de très mauvaises nouvelles. Puisque la cathédrale, donc, comme vous le savez, avait été incendiée. Et là, enfin une bonne nouvelle ce matin. Dans 1 an, pile poil, on pourra à nouveau admirer ce chef-d'œuvre. Enfin une promesse d'Emmanuel Macron qui aurait été tenue. Et j'avais dit de manière très maligne, Elisabeth, que n'étant pas là, on aurait beaucoup de temps de parole. Ça c'est original, Philippe, vous la faites à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est vrai. Ça va, Elisabeth Lévy? C'est pas vrai, puisque je suis toujours là. Ça va, Elisabeth? Oui, ça va, et je suis sûre que monsieur comprendra
Pardon. Votre micro est trop Mon haut. micro. Voilà, faut le baisser un peu, vous voilà. serez mieux comme ça. D'accord. Je comprends ce que cette allusion fine à ma petitesse. Mais non. Vous êtes petitophobe. Non, pas du tout. Alors, vous savez, moi qui mesure 1m82 dans ma tête. Donc je voulais. Et moi aussi, je suis une grande blonde dans ma tête. Et moi, je me fais des catogans dans ma Et tête. donc, je voulais dire que mon retard est essentiellement dû à Madame Hidalgo. Car ça fait pas à peu nouveau, près ça non 2 plus. ans que la porte Alors, Dauphine est en travaux. donc. Elisabeth, personne s'était rendu compte que vous n'étiez pas là parce qu'on ne l'avait pas dit. Si, Philippe Bilger avait balancé. Dis donc, mais quelle méchanceté. Alors C'est pas qu'Elisabeth possible. est toujours Oui. à l'heure. Allez. Normalement, oui. Oui, c'est vrai. À l'heure de quelle. Je sais pas. En tout cas, bref, allez, 0826 300 300, notre répondeur sur lequel vous laissez des messages tous les jours. Écoutez. Sud Radio, bonjour, Philippe Fontainebleau. J'ai écouté le petit échange là sur les gens qui auraient du talent et pas de talent. Selon Madame de Gois, Madame de Gois, citez-moi quelqu'un qui pour vous dans le monde politique d'aujourd'hui aurait du talent ou a eu du talent. Me citez pas Hollande, je vais rigoler. Merci. Alors, c'était pas tout à fait la question. J'avais dit hier à Françoise de Gois, je lui avais posé la question à Philippe Bilger et à Nos Vraies Voix en disant est-ce qu'on peut estimer que quelqu'un a du talent même si on ne partage pas ses idées? Voilà, c'était la question qu'on avait posée hier et à laquelle Françoise a dit non. Voilà, non. Ok. Mais il serait intéressant, en effet, Françoise, on ne lui a pas demandé hier, elle considérait, si j'ai bien saisi, que Gabriel Attal n'avait pas de talent, mais je suis persuadé qu'elle en prête à certains. Il faudra la cuisiner. J'allais dire un terme un peu grossier, la titiller la prochaine fois. Tiens, Et Elisabeth surtout, on Lévy. pourrait estimer, d'ailleurs, surtout en parlant de Françoise de Grove, que Jean-Luc Mélenchon a du talent, Oui. et que par ailleurs, On ne ça partage n'empêche pas qu'il devient Certains complètement ne partagent cinglé. pas mais- les idées. Oui, c'est ça. Et Benoît pareil pour Perrin. la chanson, c'est vrai que si on n'est pas complètement de gauche, c'est compliqué d'aller voir le cinéma, c'est compliqué d'apprécier la chanson, puisque a priori une grande partie d'entre eux quand même partagent des idées qui sont pas toujours celles qui sont autour de la table, et pourtant les apprécient. Donc je pense que oui, on peut largement apprécier des gens qui ne pensent pas comme nous, et on peut apprécier le C'est tout à talent, fait que vrai. ce soit politiquement, que ce soit dans tous les domaines de Grâce la à vie. la question, Vraiment. pardon, C'est Philippe, Cécile qui avait la posé cette question très justement, intéressante. J'allais la critiquer, encore une fois, lui rendre hommage sur ce plan, parce que hier, on allait un peu plus loin, Elisabeth. On n'était pas loin de distinguer aussi le talent d'autres qualités. Le talent, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est bien plus que du talent qu'il a quand il est bien. En forme. C'est le talent, c'est enfin bref. Mais il a aussi du talent. Je a aussi peux du me talent, c'est prononcer sûr. juste Oui. là-dessus. Mais vous avez il a raison. beaucoup de talent Mais- politique et voilà. Excusez-moi, on peut être de droite et aimer Ferrat. Hein. Mais bien sûr. oui, mais quel rapport. Je pense François et de Gaulle gauche- disait qu'on ne pouvait pas admirer, penser que quelqu'un avec qui on n'était pas d'accord avait du talent. Ah oui. Potemkin ou etc. C'est des chansons quand même très orientées à gauche et on peut penser que c'est des belles chansons. Parfois, on trouve que vous avez du talent. Si Et Dieu sait si on vous aime pas. Allez, soyez les bienvenus. Merci pour cet aveu. C'est les vraies voix. C'est l'heure des vaches, les vraies voix le vendredi. Vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Et avec vous, Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi? contre ceux qui sont contre le Rassemblement national, mais le font monter. Allez, à tout de suite. Maintenant, on en parle dans un instant. Bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis d'être avec vous comme tous les jours avec Philippe David, avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0826 300 300 pour participer à notre débat. Et on reviendra dans quelques instants justement sur cette bougie de Hanouka qui a été allumée hier à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron qui fait débat. En attendant, les 3 mots dans l'actu dans quelques instants. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on dans un instant? Des vitraux du 21e siècle bientôt sur Notre-Dame, de cette bougie d'Hanouka allumée à l'Elysée, et puis de Vladimir Poutine. Il rempile, figurez-vous, sans grande surprise, un candidat à sa propre succession l'année prochaine. Et en 3 mots? Eh bien, ça donne vitraux, Hanouka et Kremlin. Et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, monsieur le procureur, contre ceux qui déplorent la normalisation du Rassemblement national? Oui, parce qu'il y a eu, on a vu récemment une enquête qui montrait une forte progression du Rassemblement national, avec surtout le fait qu'un certain nombre de Français le considéraient maintenant comme un parti de gouvernement. Ensuite, j'ai entendu parler d'Elisabeth Borne qui disait « Je ne crois pas à la normalisation du RN ». J'ai lu un édito équivoque
c'est quasiment un pléonasme du journal Le Monde hier, qui disait, au fond, c'est terrible, le Rassemblement national monte, mais sans à aucun moment percevoir que ceux qu'il dénonçait étaient les responsables de cette montée, puisque dans cet édito, en réalité, il louait les deux ministres qui profondément sont les plus maladroits, Dupond-Moretti, Olivier Véran et éventuellement Elisabeth Borne. Donc je veux dire par là que, et je ne vais pas être obligé, ma chère Cécile, de préciser pour me garder de toute atteinte démocratique que je ne vote pas pour le Rassemblement national, mais que j'ai le droit de dire que si on veut continuer à le faire monter, je ne crois pas jusqu'à la victoire de Marine Le Pen en ce qui me concerne en 2007, eh bien, que 2027. Que ses adversaires continuent à le traiter de la sorte. Elisabeth Lévy. Non, évidemment, je suis complètement d'accord. Je dirais que la normalisation sera parfaitement achevée quand vous n'aurez plus besoin de préciser que vous ne votez pas pour eux. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est la capacité à simplement regarder les faits. C'est-à-dire, ça fait 40 ans, le politique du cordon sanitaire, ça commence un peu de temps après Dreux. Oui, donc c'est 83, 84, ouais. Et donc, plus on a fait le cordon sanitaire, plus on a fait les gloussements indignés, les pas moi, pas ça, etc., plus le Front National est monté. Et bien entendu, les électeurs ont déjà tranché. Je veux dire, pour eux, le Rassemblement National est un parti comme les autres. Il me semble même que c'est le premier de France. En termes de sondage pour les européennes, oui. Non, mais en termes d'électeurs à la présidentielle, au premier tour, par exemple. Non. Non, c'était Macron qui était juste devant. Benoît Perrin. Le Rassemblement national, c'est simple. Soit il est dans le cadre de la loi, et à ce moment-là, on lui permet de se présenter, à ce moment-là, on lui parle. Soit il est hors de la loi, et dans ce cas-là, on l'interdit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en démocratie, a priori, des partis politiques qui font des voix, c'est qu'a priori, ils répondent quand même à une aspiration de la population. Et pour ceux qui souhaitent combattre le Front National, ou le Rassemblement National, j'ai qu'un conseil à leur donner, c'est simplement essayer de satisfaire les problèmes, de résoudre les problèmes que le Rassemblement National dénonce. Et comme ça, vous le ferez baisser. Sarkozy, en 2007, pour le coup, avait réduit le Rassemblement National à portion congrue, simplement. 10,88, je crois, pour Jean-Marie Le Pen. Exactement, avec un record. Lui, il a fait combien? 32% au premier tour, je crois, Sarkozy? Quelque chose comme ça, un gros record. 30, simplement parce que, il répondait aux aspirations d'un certain nombre de Français. Donc, si le Rassemblement National est si haut, c'est peut-être parce que, il met le doigt sur des problématiques que les Français dénoncent. Mais surtout parce qu'il, juste un dernier mot, c'est parce qu'il leur... En fait, sans le Rassemblement National, toute une partie de la gauche est orpheline. Elle ne sait plus quoi dire. Elle serait perdue. Vous aviez raison, Elisabeth, c'était après le premier tour des législatives, c'était effectivement le premier parti de France, avant la réunion de la NUPES, en fait. Avant même la NUPES ? Ouais. Oui. Non, avant que la NUPES ne se forme. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu fait qui sont vitraux, Hanouka et Kremlin. Des vitraux contemporains sur Notre-Dame. L'archevêque de Paris le demandait. Emmanuel Macron le confirme. À 1 an de sa réouverture, la cathédrale portera la marque du XXIe siècle. Allumer une bougie et en même temps une polémique, c'était une erreur de célébrer la fête juive Hanouka à l'Élysée, estime sur Sud Radio le conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis, c'est dit, Vladimir Poutine rempile. Oui, il annonce se présenter à la présidentielle russe de 2024. Après un quart de siècle au pouvoir, il n'y a pas d'autre choix possible selon lui. Les vraies voix Sud Radio. Après la pyramide de François Mitterrand devant le Louvre, les vitraux d'Emmanuel Macron sur Notre-Dame. Autant la flèche de Viollet-le-Duc retrouve sa silhouette d'avant l'incendie de 2019 au sommet de la cathédrale, mais pas tous les vitraux. Donc l'archevêque de Paris voulait du contemporain pour les 6 vitraux des chapelles latérales sud de la nef. Eh bien le feu vert tout à l'heure du chef de l'État sur le chantier de la reconstruction à 1 an de la réouverture de l'édifice. Nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre sur la base d'une commande qui va être passée, une œuvre figurative qui permettra ensuite, sur la base des travaux d'un jury qui sera présidé par Monsieur Blistel, de décider d'une œuvre qui sera ainsi apposée. Et le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale.
Les anciens vitraux de l'époque de Viollet-le-Duc vont prendre place dans un musée de l'œuvre de Notre-Dame aux côtés de l'ancien coq endommagé par l'incendie. Emmanuel Macron a profité aussi de la journée pour inviter le pape à la réouverture de la cathédrale dans un an. Et le deuxième mot, c'est Hanouka, bien sûr. Le début de la fête juive a été célébré hier soir dans la salle des fêtes de l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État indique ne pas regretter du tout cette cérémonie dans l'esprit, dit-il, de la République et de la Concorde. Hier soir, le grand rabbin de France a allumé la première bougie du candélabre en entonnant un chant aux côtés du président. Et même au sein des représentants de la communauté juive, beaucoup s'interrogent sur la séquence eu égard au sacro-saint principe de laïcité, à l'image du président du CRIF, Jonathan Arfi, au micro Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka. L'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. J'ai été, pour être honnête, surpris. C'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur ? Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. Le président de la République avait assisté à la Donc messe, vous vous à la messe questionnez, du pape. vous vous demandez pourquoi le président de la République a fait cela. C'est une vraie question parce que c'est pas traditionnellement le rôle de la puissance publique d'accueillir une cérémonie religieuse. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France ce matin sur Sud Radio. On reparle évidemment de cette séquence d'Hanouka à l'Élysée dans quelques instants pour le grand débat des vraies voix. Je voulais juste dire un mot, c'est que c'est une blague juive, cette histoire. La bougie de Hanouka qui énerve même le président du CRIF, c'est une histoire juive. Et moi, je préfère en rire. Allez, troisième mot, Kremlin. Vladimir Poutine sera candidat à sa propre succession l'an prochain. Et oui, la fin d'un faux suspense, faut bien le dire. Après un quart de siècle au pouvoir et une réforme constitutionnelle pour lui permettre de rester en poste jusqu'à 2036, l'année de ses 84 ans. Pour le moment, en tout cas, Vladimir Poutine en a 71. Et donc, en marge d'une cérémonie avec des militaires engagés en Ukraine, eh bien, il fait cette annonce sur le registre de celui qui se dévoue quasiment à son corps défendant. Oui, je suis contraint de rempiler. Je tiens à le répéter. À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine, c'était à Moscou tout à l'heure. Oui, c'est intéressant de voir que les dictatures ressemblent aux démocraties. Parce que le discours elle-même, je vais faire don de mon énergie à la France. Mais en l'occurrence, il ne peut plus, le président Macron. Et je crois que si la Russie veut faire quelques économies, à mon avis, ils peuvent se dispenser d'organiser cette élection. Oui. C'est contribuable associé qui parle. Donner, je sais plus, il y a un nombre de mandats limité quand même. Jusqu'à 2036. 2036, ça très bien. Non, il aura 84 un exercice ans. de maths à donner aux élèves français. Donc ça veut dire encore 13 ans de pouvoir. Oui. C'est long. C'est long pour... bref. Mais comme il est nécessaire. Oui, bien sûr. Merci en tout cas, Félix Mathieu. Merci, Félix. Et dans un instant, le grand débat du jour, on va revenir sur cette information. Emmanuel Macron qui a donc allumé cette bougie de Hanouka à l'Élysée, un soutien à la communauté juive. Le gouvernement dément toute atteinte à la laïcité avec cette question du jour, Philippe. Oui, cette question du jour. Hanouka à l'Élysée, c'est anti-laïque. Vous dites oui à 28%, symbolique oui à 13%, une faute politique oui à 50% et insignifiant oui à 9%. Venez réagir au 0826 300 300. Et on va en parler avec Salomon Malka, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avant le débat, est-ce que c'est une polémique surjouée ? Écoutez, je n'étais pas à la cérémonie, mais quelqu'un tout à l'heure qui était à la cérémonie m'a dit c'est une manifestation d'indépendance de la part d'Emmanuel Macron. J'ai pas très bien compris ce que ça signifiait. Je ne crois pas que ce soit une comédie. Je disais une polémique surjouée. En fait, de la classe politique finalement, de s'insurger. Est-ce que c'est surjoué ? Je crois simplement que ça n'était pas une bonne idée. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h, les vraies voix, et bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix jusqu'à 19h. C'est avec Elisabeth Lévy, c'est avec Benoît Perrin et c'est avec Philippe Bilger et bien entendu Philippe David aussi. On est obligé de le garder. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ce qu'on appelle faire sa BA. Oui, je ne sais pas dans quel sens en tout cas. Et, non, mais ça va, Cécile, on sait bien que vous rêvez qu'on vous laisse seul avec Philippe Bilger. Dire qu'on parle de la fête des Lumières. Très bon. Allez, bienvenue à tous. Mais la signification de Hanouka, c'est inauguration. Et c'est transmission aussi. Donc, et évidemment, il y a la lumière. Il n'a pas la lumière dans toutes les pièces, en tout cas, lui. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une remise de prix, justement pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté. À l'occasion de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur. Comment vont réagir les représentants des autres religions à qui on oppose la laïcité pour expliquer que les symboles religieux n'ont pas leur place au sein de la République ? Comment est-ce qu'on défend la laïcité quand on se comporte ainsi ? Et donc cette bougie de Hanouka allumée hier soir à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron. La scène provoque forcément un tollé chez eux. Ils y voient une entorse de la laïcité. Même le président du CRIF ce matin sur Sud Radio a critiqué cette séquence. Mais le chef de l'État défend au contraire une cérémonie respectueuse de la République et de la Concorde. Un signal de soutien face à la montée de l'antisémitisme, ajoute la Première ministre. Oui, et parlons vrai, est-ce que pour vous il s'agit d'une atteinte à la laïcité ? Est-ce que pour vous, Macron a commis une erreur politique, une faute politique ? C'est ce que vous dites à 52%. Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ? Vous dites oui à 28%. Est-ce que c'est symbolique simplement pour montrer qu'il lutte contre l'antisémitisme 12% ? Ou est-ce que c'est insignifiant, on ne devrait même pas en parler ? Vous dites oui à 8%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Salomon Malka, est avec nous, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox, et ce livre, qui sera peut-être un film, tiens. Ah oui, Dieu, la République et Macron, cuisine et confession, c'est publié aux éditions du Cher, c'est sorti il y a 4 ans et demi. Jouer le rôle de Dieu ? Ouais. Non, c'est déjà pris par Philippe Bilger. Il est question de Dieu aussi, et il est question d'histoire juive, parce que je raconte là-dedans, j'ai pas été à la cérémonie de Hanouka à l'Élysée, mais j'ai été à la synagogue de la Victoire il y a 2-3 ans, et où Emmanuel Macron était invité pour le Nouvel An juif. Et le grand rabbin Corsia a pris la parole. Il y avait une ferveur dans la salle. Tout le monde s'interrogeait. Le président dans la choule, c'est un peu comme dans l'histoire juive. Et il n'a pas dit un mot. Et il est sorti. Et il a fait expliquer par sa porte-parole à l'époque qu'il n'avait pas le droit, la Constitution le lui interdisait, ne pouvait pas prendre la parole dans une synagogue. Et d'ailleurs, en sortant, il y a les gens, et il y a quelqu'un qui lui a dit « Bravo, monsieur le président, pour votre discours ». Et il dit « Oui, c'est le discours le plus facile que j'ai jamais eu à faire ». Il n'a pas dit un mot. Allez, petit tour de table avant de revenir à vous, Salomon Malka. Philippe Bilger, sur cette... Vous penchez de quel côté, vous ? C'est une faute politique. Je remercie Salomon de m'avoir fait comprendre que j'étais invité ce soir aux vraies voix. Non, mais plus sérieusement, je crois à la fois que c'est insignifiant, que c'est une faute politique parce que non seulement la transgression de la laïcité et les fluctuations d'Emmanuel Macron dans sa lutte contre le poison de l'antisémitisme avec des attitudes très étranges, surprenantes. Pendant ce temps-là, on continue à interdire des crèches au nom de la laïcité. Et troisième élément, je crois que cet événement est révélateur de l'étrange psychologie d'Emmanuel Macron qui ne peut jamais
admettre la moindre erreur, comme si en réalité il fallait qu'en permanence il se justifiât par rapport à lui-même. Ça me pose un problème sur ce plan-là. Elisabeth Ça, Lévy. c'est très répandu chez les politiques. Hein, non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, vous avez raison. Non, mais alors moi, d'abord, Salomon, qu'on appelle Shlomo. Voilà. C'est mon petit nom. Voilà. A dit que quelqu'un lui avait dit que c'était un signe d'indépendance. Oui, c'est un signe d'indépendance par rapport à notre Constitution. Deuxièmement, il nous prend, et là je vais dire nous, les Juifs, pour des buses. Donc, il refuse. Moi, c'est pas qu'il soit pas allé à la marche, si vous voulez. C'est simplement qu'il n'a pas voulu être en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme parce qu'il avait peur de froisser je ne sais qui. En fait, je sais, mais bon. Ce qui d'ailleurs est une insulte pour les je ne sais qui. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont eux aussi contre l'antisémitisme, et je l'espère, et je ne vois pas pourquoi il faudrait se cacher pour mener ce combat. Et dont certains étaient à la marche, et d'ailleurs. comme il n'a pas voulu s'associer à cela, c'est après la petite claque, le petit câlin. C'est un truc de pervers narcissique, ça, hein, vous savez, d'alterner les... Maintenant, vous faites un petit câlin. Il nous prend pour des buses. Là, le combat contre l'antisémitisme, il avait toute sa légitimité dedans, c'est un combat politique. Il n'a aucune légitimité à faire cela à l'Élysée. Moi, j'ai allumé mes petites lumières de Hanouka, parce que c'est une très jolie fête chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Ça me paraît très bien. Et je ne sens pas du tout que le président est du côté des Juifs dans ce combat parce qu'il a fait cela. En plus, si vous voulez, on déboulonne des statues de la Vierge ou de Saint-Michel, du côté de l'île de on enquiquine les maires qui mettent des crèches alors que c'est vraiment une tradition culturelle. Et j'attends, je me demande si le 24 décembre il aura piscine ou s'il va souhaiter un bon Noël, une bonne fête de la nativité et pas des bonnes fêtes de fin d'année à tous nos concitoyens catholiques et chrétiens. Mais je trouve ça, enfin vraiment, c'est ni fait ni à faire. Benoît Perrin. Alors, est-ce qu'il y a une atteinte à la laïcité? Moi, je pense que vraiment non. Faut quand même pas exagérer. Je trouve que c'est tempête dans un verre d'eau, franchement. Je trouve que c'est aller dans le sens des malades en quelque sorte qui ont fait de la laïcité quasiment une religion avec ses dogmes. Et parmi les dogmes, il y a le fait que les politiques ne doivent rien avoir avec la religion. Et je suis vraiment, je m'en méfie, et je me méfie aussi des politiques qui considèrent qu'il faut se soumettre à toutes les caprices des religions. Moi, je pense qu'il faut une position médiane, c'est-à-dire un peu comme le général de Gaulle, qui était a priori quand même un fervent catholique, et qui considérait que un responsable politique devait, dans le cadre de ses fonctions, ne pas mettre en avant telle ou telle, enfin pratiquer sa religion. Exemple, comme vous le savez très bien, dès lors qu'il allait en tant que président de la République dans une messe officielle, il ne communiait pas. Ce qui ne l'empêchait pas d'aller à l'église le dimanche matin. Et je pense que cette position me semble être la meilleure, c'est-à-dire qu'un homme politique doit être distant vis-à-vis des religions, mais à distance raisonnable. Deuxième point, et je pense que ça c'est l'essentiel, mais ça vous l'avez dit, c'est une faute politique majeure. C'est une maladresse. Il a voulu se rattraper de tout ce qu'a expliqué Elisabeth à l'instant, et c'est la maladresse des malhabiles. Je rejoins tout à fait ça. Je veux dire que il a essayé peut-être. Je crois que c'est Elisabeth Borne qui a dit, il a voulu faire un signe, qui a minoré un peu la chose en disant, il a voulu faire un signe à la communauté juive après son absence à la manifestation contre l'antisémitisme. Mais la majorité beaucoup de juifs français considèrent que il a mal fait de ne pas aller à la manifestation. C'était une erreur déjà de ne pas aller à la manifestation contre l'antisémitisme. Réparer les choses par c'est un peu, il y a un problème quand même avec vous avez rappelé que j'ai fait un livre là-dessus, il a un problème avec la loi de 1905. Il sait pas trop par quel biais l'attraper. Alors il a joué un peu de tous les registres là-dessus. Il a tantôt il veut modifier la loi de 1905, la remanier, la réinitialiser, et tantôt il veut sauvegarder ce périmètre, et c'est un pilier. La loi de 1905 est un pilier. Ça c'est quand même un peu
embêtant. Il a promis à plusieurs reprises un grand discours sur la laïcité. J'ai pas l'impression que ce discours ait été tenu jusqu'à présent. Et donc, pour vous, c'est une entorse à la 1905 quand même. Oui, c'est une entorse à... Oui, je pense que c'est une entorse à la loi de 1905. Mais, excusez-moi. Si vous voulez, dans le livre, je parle de... j'évoque le cas de la fameuse scène mythique de les obsèques de Johnny Hallyday, où il est là, il est devant la tombe, il prend le goupillon et il le repose. Et il le repose. Oui. Et il prend le goupillon. Il commence le signe de croix. Il hésite, et puis il reprend et il le donne à sa femme. Je crois que cette hésitation était très saine, parce que dans cette hésitation, finalement, il y a toute la loi de 1905 qui est contenue. Allez, Philippe Bilger... Il semble d'ailleurs qu'il ait fait plus. Il disait ça n'est pas une cérémonie. Il a fait un acte très précis qui montrait qu'il a mis un bout de foi et de respect dans cette... Mais je continue à penser, pardon de me citer moi-même, c'est un moyen peut-être d'avoir raison. C'est pas idiot, je vais faire ça maintenant. Je pense que c'est dérisoire, et d'une certaine... Mais c'est dérisoire, mais c'est une faute politique, et derrière tout cela, en permanence, il y a toujours chez Emmanuel Macron un désir de réparer les erreurs d'hier, mais aussi quelque chose qui relève d'un souci de transgression minime ou grave. C'est un homme, il ne peut rien faire comme les autres. Il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est que les autres cultes étaient présents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des juifs. C'est intéressant de le dire aussi, parce que moi j'entends effectivement parler de d'Hanouka. C'est quand même une fête juive. Oui, non mais ils auraient dû. Non mais Elisabeth, il y avait d'autres représentants des autres religions. Ils étaient là pour assister à une célébration. Non, ils étaient là pour voir la remise du prix. Oui, d'accord. Mais il n'empêche, je comprends pas d'ailleurs comment on peut dire que c'est pas une entorse à la loi de 1905. Là, pour le coup, c'est quand même le premier magistrat, on dit, le premier responsable de l'État. Élu, le premier personnage de l'État. En plus, je rappelle d'ailleurs que ça n'empêchera pas évidemment les Juifs qui vont à la synagogue de prier pour la France, comme chaque Shabbat, dans toutes les synagogues de France, qui méritent d'être signalées. C'est pas rien. Et c'est important. Mais ça devrait être dérisoire. En fait, dans un autre climat, si vous voulez, où il n'y aurait pas une telle crispation des identités, où il n'y aurait pas la question de l'islam, évidemment, et de l'islamisme qui se pose à nous, si vous voulez, et qui demande une remise en cause de la laïcité, comme le prouve encore le sondage qui est sorti hier, si vous voulez, peut-être que dans d'autres périodes, ce serait passé crème, comme on dit. Mais en ce moment, c'est vraiment une faute. Allez, 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Christophe, qui est avec nous du Val d'Oise. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et vous voulez réagir suite à cette question. Hanouka à l'Élysée, c'est anti-laïque. Vous êtes 28% à dire oui pour le moment. Une faute politique 52, symbolique 12 et insignifiant 8. On vous écoute, Christophe du Val d'Oise. Vous avez le droit de vous citer vous-même, comme Philippe Bilger. Vous avez surtout le droit de citer Philippe Bilger. Bien sûr. Allez-y. Sidération et incompréhension ce matin lorsque j'ai entendu ça. Le président de la République ne sait plus où aller, ne sait plus ce qu'il fait. C'est pas possible. Que penser de la population du monde entier qui le regarde? Le président de la République nous représente, nous les Français. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui? Est-ce qu'on imagine, on a parlé de Gaulle tout à l'heure, est-ce qu'on imagine De Gaulle allumer la bougie de Hanouka à l'Élysée? Enfin, c'est pas possible. À un moment où le gouvernement israélien pilonne le peuple palestinien, les femmes et les enfants en première ligne, c'est un très très mauvais signe. Je ne comprends pas. Alors, on va faire réagir tout le monde. Oui. Imagine-t-on le général de Gaulle, ça m'a rappelé un certain François Fillon qui parlait de, comment il s'appelle, de Sarkozy, mise en examen. La mise en examen. Vous citiez le général de Gaulle, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui se pose? C'est vrai que, vu la situation, c'était vraiment pas le bon moment. Non, excusez-moi, alors ça vraiment, ça me choque que vous fassiez le lien. Ça n'a rien à voir. Je pose la question. Non, ça me choque qu'on fasse le lien. Je suis navré, d'abord. Si vous voulez, oui, Israël
qu'Israël tue des civils, mais ça n'est pas leur but, contrairement à celui du Hamas. Leur but est de démilitariser Gaza, c'est-à-dire de se défendre. Après, on peut tout à fait critiquer tout ce qu'on veut de la politique israélienne, mais ça n'est pas en lien avec la laïcité, n'est pas en lien, elle ne va pas évoluer avec la situation au Proche-Orient. C'est quoi cette histoire? Je suis désolé. Salomon Malka. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, mais je note quand même que ce grand écart à propos de Hanouka fait penser aussi au grand écart sur le plan diplomatique et politique dans la guerre Israël-Hamas de la part du président Macron. C'est vrai qu'il a dit tout et le contraire de tout. Voilà, donc il y a eu au début... Au début, il voulait faire la coalition Daesh contre le Hamas. Et ensuite, dans une intervention à la BBC, il prend le contre-pied, il déclare qu'il faudra 10 ans pour éradiquer le Hamas. Il paraît qu'il y a eu des passages coupés à la BBC, ça je vous le dis aussi, mais qu'après il avait appelé le président israélien Isaac Herzog pour s'expliquer qu'il y avait eu des moments coupés, etc. C'est pour remettre vraiment en contexte. Oui. Mais après, quant au général de Gaulle et à la communauté juive, il a reçu très souvent le grand rabbin Kaplan, avec qui il était, ils étaient très très complices et très un peu comme aujourd'hui le grand rabbin Corsia avec Emmanuel Macron. Et quand il avait fait, souvenez-vous, quand il avait fait son discours peuple sûr de lui-même et dominateur, c'était en le 67. grand rabbin Kaplan est allé le voir et il a essayé de le persuader que quand il disait peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, c'était plutôt, et quand on le met dans le contexte du reste de sa conférence de presse, c'était plutôt un éloge, un compliment. Et vous savez ce que De Gaulle avait répondu au grand rabbin Kaplan ? Il lui avait répondu « De Gaulle antisémite ». Vous y croyez, monsieur le grand rabbin? C'est le grand rabbin Kaplan qui l'avait raconté. Merci beaucoup Salomon Malka d'avoir été avec nous, un journaliste et écrivain. Sauf s'il veut faire le qui c'est qui l'a dit. Ancien directeur de la revue. On veut nos chances. L'Arche est collaborateur de Figaro Vox et ce livre, Philippe. Dieu, la République et Macron, cuisines et confessions, publié aux éditions du Cerf. Et puis en attendant, on va vous faire plaisir. C'est votre moment, je crois, en tout cas le moment de la personne qu'on va avoir au bout du fil dans quelques instants. Aurélie qui est avec nous. Bonsoir Aurélie, en direct de Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Flavie, bonsoir toute l'équipe. Ma chère Aurélie, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et on va voir si vous avez gagné. Et qu'avez-vous gagné? Écoutez. Eh bien, vous venez de remporter, puisque vous êtes la 22e au standard, votre coffret d'une valeur de 300 €, comprenant une sublime enceinte connectée, la Bubble Lamp Design avec un chargeur à induction, votre enceinte radio étanche pour écouter Sud Radio, bien entendu, et uniquement Sud Radio, et on viendra vérifier, avec d'autres surprises design et connecté. C'est la marque Lexon qui vous l'offre grâce à Sud Radio. On est très heureux de pouvoir vous offrir ce joli cadeau, chère Aurélie. Merci beaucoup, je suis très contente. Merci beaucoup. À 15 jours de Noël, c'est un beau cadeau. Hein. Absolument. Ah oui, c'est un très beau cadeau. Vous écoutez Sud Radio régulièrement? Non, oui, jamais. Non, à peu près tous les jours. Ah voilà, on est très heureux en tout cas. Très heureux. Vous allez la partager avec quelqu'un, vous la gardez pour vous? On est d'accord, vous la gardez pour vous? Je la garde pour moi, oui. Pour moi. Vous avez bien raison. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On vous soi-même, fait d'énormes bisous et puis on vous souhaite un très joyeux Noël de la part de Lexon, bien sûr, et de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On a fait une heureuse avec Sud Radio. On a offert un très très joli cadeau et votre cadeau, c'est nous, bien entendu. Bienvenue dans notre...
On s'aime. Non, je plaisante. Elle s'auto-embrasse. Mais oui, bien sûr, je m'auto-embrasse. Heureusement que je ne compte que sur moi-même. Philippe Bilger est avec nous. Vous avez tort. Elisabeth Lévy est avec nous et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Et nous avons gardé Salomon Malka, journaliste et écrivain, avec ce livre Dieu, la République et Macron, cuisine et confession. Et ben, là, la cuisine, ça va, elle va tourner, je pense. Là, la cuisine, c'est la crème fouettée, là. Ouais, c'est la crème renversée tout de suite. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Christophe qui nous appelle du Val d'Oise. Christophe, c'est vous qui jouez en premier. Vous connaissez le principe. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les vraies voix qui répondent à votre place. En clair, les vraies voix qui s'entretuent, on peut le dire littéralement. Non. Sans poigne. Allez, première question. Question, qui c'est qui l'a dit en réaction à Hanouka, fêté à l'Elysée. Macron président, c'est un gamin de 10 ans avec une panoplie du petit chimiste, mais de la vraie nitroglycérine et de vraies allumettes. Alors on vous aide, c'est une sénatrice socialiste, ancienne ministre. Langoucha. Rossignol. Elle l'avait dit en premier. Non, parce qu'Elisabeth a commencé à le dire alors qu'il n'avait pas. Mais après, je l'ai dit en même temps. Mais ce Philippe David, moi je vais le fouetter. On annule le point. Bon, je mets un point à Benoît Perrin aussi et un point à Philippe Bilger. Bah oui, on l'a dit en même temps. Mais pardon. Seconde question. Pas pour S'il vous plaît, la française. Philippe Bilger. Est-ce qu'un auditeur pourrait me défendre contre cette injustice? Qui c'est qui l'a dit en réaction à Hanouka fêté à l'Elysée? Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. C'est une femme et elle est ministre. Oui, je le sais. Laissez-moi parler. Christophe. En face. Langoucha. Panier. Bonne réponse. Agnès Pannier-Runacher. Ouais, alors on pourrait quand même chipoter panier, excusez-moi. C'est un panier de quoi? C'est un panier de crabes ici. Écoutez, qui c'est qui l'a tweeté en parlant de Hanouka à l'Elysée, bientôt Pâques, l'Aïd, et on demandera aux enseignants d'expliquer la laïcité à nos enfants. Christophe, c'est un député. De la Somme. Oui. Du groupe de Mélenchon. Oui, c'est ça. Absolument. Je cherche son nom. Ruffin. Voilà, Ruffin. Philippe Bilger, lui, il fait le tableau d'affichage tout seul. Il regarde comme dans un western. 3. Il s'arbitre lui-même. Qui c'est? Il lui a mis en plus, alors qu'on l'avait tous. Qui c'est qui l'a dit? Alors je vous préviens, ce n'est pas un point à Christophe. Un point à Christophe aussi. Bien sûr. Qui c'est qui l'a dit? Alors je vous préviens, ce n'est pas un homme politique, c'est un des plus grands penseurs français. Les fluctuations présidentielles sur le poison de l'antisémitisme et la lutte à mener contre lui finissent par exaspérer. Un des plus grands intellectuels français. Oui, largement, et même on pourrait dire le plus grand. Christophe, le plus grand intellectuel français. Comment? Non, pas Philippe. Non, c'est Philippe Bilger. Non, c'est Philippe Bilger. Il a levé la main dès le début. Non mais là il a le droit de jouer. Il a le droit de jouer. Franchement, ça a déjà été fait. Il y a eu des précédents. Non mais il a le droit de jouer. Moi j'ai pas le droit d'avoir les cadeaux de Noël de Sud Radio. Non mais ça. Les amis. Christophe, dernière question. Écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit à la communauté juive? Je me sens abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir ni aux principes qui le fondent. Christophe. Vite. Langoucha. Bonne réponse collégiale. Incroyable. Bon je vous avoue que c'est Philippe Bilger qui a gagné. On va dire que s'il vous plaît, j'avoue que l'idée de citer Philippe Bilger vient de Cécile. Oh bah tiens, ça m'étonne. Elle est adorable. Et que ça prouve les connivences de Truande dans le qui c'est qui qu'il y a entre les deux. Attendez, c'est la seule fois où je gagne sans l'aide de Cécile. Alors, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui tweetent et qui ne se souviennent pas de leur tweet. C'est ça qui je me suis dit, lui, visiblement, il s'en souvient. Voilà. Merci Christophe d'avoir joué avec nous. Merci à vous. On vous fait un énorme bisou, Christophe. Les enfants, j'étais pour vous. Merci. Merci. Allez. Bravo pour la liberté de parole. Merci beaucoup à vous. Merci, on vous embrasse et on vous souhaite un joyeux Noël. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu avec vous, Elisabeth. Décidément, je ne vais pas y arriver. Allez-y.
On parle de quoi? Eh bien, je crois qu'une déclaration d'Anne Hidalgo à propos de Clément Beaune s'impose, mes amis. Avec Benoît. Alors c'est une lettre à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, dites enfin, s'il vous plaît, la vérité aux Français sur la situation économique de notre pays. Philippe Bilger. Trop d'identité, pardon. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec nos vraies voix du jour que nous sommes ravis d'accueillir. Elisabeth Lévy est avec nous. Ça va, Elisabeth? Ça va super. Bon, tant mieux, on est ravis. Philippe Bilger, bien sûr, président de l'Institut de la Parole. Ça va toujours très bien. Transcendé par son triomphe. Je vous ai rien demandé, Philippe Bilger. Et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Son triomphe mal acquis. Enfin Et allez tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et cher Félix, au lendemain de la diffusion d'un complément d'enquête à son sujet, Gérard Depardieu est en tête des tendances Twitter ce soir. Bah oui, c'est le sujet le plus commenté. Ces obscénités proférées par l'acteur filmé par Yann Moix lors d'un voyage en Corée du Nord. L'émission de France 2 s'est procuré les images, elle les diffusait hier soir. Et attention aux oreilles sensibles, on est dans du très très vulgaire. Par exemple, dans l'extrait où on le voit dans un centre équestre nord-coréen. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah merde, c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. J'aimerais être un cheval pour faire corps avec la machine et vos moules. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Et alors, ce qui fait polémique dans la polémique, c'est cette séquence très partagée par des féministes où l'on voit Farid Kider, un ami de Gérard Depardieu, tenter de relativiser la séquence sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8. Moi, je le connais bien, donc en fait, j'ai pas la même vision. Moi, Gérard, c'est un déconneur. C'est vrai qu'on a mis une musique dramatique derrière, c'est un film d'horreur quand on le présente comme ça. Si on avait mis une musique drôle, on aurait dit c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant, c'est Gérard. Voilà, c'est Gérard, pour vous donner un exemple, c'est le seul qui va être à table avec Poutine, avec des gens très envoyés, qui va lâcher une caisse, quoi. Ah ouais. Et c'est Gérard. C'est normal pour Gérard. Donc vous passez par la loi de péter, hein. Alors, parmi celles qui partagent cette séquence pour s'en indigner, la journaliste Salomé Saké écrit « Ça va, c'est Gérard », c'est ce qu'on a répondu aux victimes quand elles ont cherché de l'aide. C'est ce que disent tous les défenseurs de Depardieu dans Complément d'enquête, c'est ce que répètent ses amis sur le plateau de TPMP. C'est un classique, dit Salomé Saké, de la culture du viol. L'eurodéputée Manon Aubry va dans le même sens, elle ironise « Ah bah bien sûr, le problème de cette vidéo de Depardieu, c'est la musique. Sans ça, le voir insulter, dégrader des femmes, des enfants, ça aurait sans doute fait rire tout le monde. Après tout, c'est Gérard, ironise-t-elle chez TPMP, le sentiment d'impunité dans toute sa splendeur pour Manon Aubry. Elisabeth Lévy. Je voulais juste faire remarquer, que dans cette séquence, je ne l'ai pas vu intégralement, donc je parle sous votre contrôle. Il me semble que la fillette en question n'entend strictement pas ce que dit Gérard Depardieu, que ça s'adresse pas à elle, ça s'adresse... Ils échangent des propos de comptoir tout à fait déplorables, si on veut, comme ils s'en échangent à peu près, tous les jours dans tous les bistrots de France. Mais, on dirait qu'il a violé cette fillette quand on entend maintenant les féministes. Il ne lui a pas parlé. Elle ne l'a pas entendu. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, oui, il tient des propos crapoteux pour essayer d'employer un mot poli. Mais je trouve, si vous voulez, cette espèce de levée de bouclier... j'aime pas les alalis, quoi. Oui, mais là, Elisabeth, vous êtes beaucoup trop indulgente, tout de même. C'est pas parce que la petite fille n'entend pas ce qu'il dit, mais ça dépasse, mon cher Félix, la vulgarité. C'est ignoble d'avoir des propos comme ça, et ça fait qu'on s'interroge sur l'état mental d'un type qui ne parle que de ça. Enfin, moi, ça me dépasse, là, j'avoue. Benoît Perrin. Je suis aussi assez gêné quand même par les propos, évidemment, qui sont vraiment pas malins, mais pas j'ai dit que c'était crapoteux. Mais c'est pas pour autant. Plus que grave, exactement. Oui. Mais néanmoins, je pense pas qu'il faille non plus en faire des caisses sur un type qui a priori déjà prouvé sa vulgarité et son manque de tact.
Et je pense que effectivement, ce qui n'exclut pas le talent d'ailleurs. J'allais conclure là-dessus, ce qui n'exclut pas le fait que ce soit certainement le plus grand acteur français. C'est le même registre que pour Anouka. Je comprends bien. Autre sujet en top tendance, justement. Anouka. Anouka, et oui, on en a beaucoup parlé dans ces vraies voix de cette séquence de la bougie d'Anouka allumée hier à l'Elysée. La vidéo du président du CRIF, Jonathan Arfi, qu'on entendait tout à l'heure, qui critique donc cette séquence sur Sud Radio au nom de la laïcité. La séquence est très repartagée sur le thème, c'est le président du CRIF qui le dit. Séquence même partagée, figurez-vous, par Jean-Luc Mélenchon, qui profite de l'occasion pour partager cette séquence de Sud Radio sur le thème. Et là, il n'y a pas que moi qui le dis finalement. Et il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. À Paris, un référendum va se tenir le 4 février prochain pour augmenter le prix de stationnement des SUV pour le passer à 12 € de l'heure dans les arrondissements limitrophes de la banlieue et à, accrochez-vous bien, 18 € de l'heure au centre de Paris. Alors je vais rappeler un chiffre, le déficit commercial de la branche automobile a atteint 20 milliards d'euros en 2022 et je vais vous dire où sont fabriqués une grande partie des SUV qui vont être pénalisés par la mairie de Paris. C5 Aircross, Citroën à Rennes, DS3 et Opel Mokka à Poissy, DS7 à Mulhouse, 3008 et 5008 à Sochaux, Scénic à Douai, Yaris Cross, donc Toyota à Valenciennes. Pourquoi ? Parce que ce sont des véhicules qui ont encore pas mal de valeur ajoutée et qu'on peut encore les produire en France, contrairement aux autres qui viennent de Maroc, de Roumanie, de Slovaquie ou de Tchéquie ou même de Chine. Mais pas de problème, quand la demande se sera effondrée, si jamais ces usines étaient appelées à fermer, ce que je ne souhaite évidemment pas, les mêmes élus de gauche hurleront aux salauds de patrons qui virent de pauvres ouvriers alors qu'ils auront tout fait pour causer un cataclysme industriel et social. Comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Vous êtes d'accord, Benoît Perrin ? Je suis 1000 fois d'accord avec ce que vous venez de dire, Philippe. Hidalgo mène une fronde, mais sans nom, contre les automobilistes, quels qu'ils soient. Là, j'ai lu qu'a priori, elle va réduire la vitesse du périphérique à 50 km/h. Enfin, je veux dire, c'est absolument impossible pour des gens qui travaillent à l'extérieur de Paris, qui ont besoin de travailler, comme nous tous, et qui doivent se rendre aujourd'hui à Paris. C'est devenu une ville absolument invivable, quoi. Enfin, je veux dire, l'automobiliste est devenu une espèce de bouc émissaire maintenant. On tape sur le propriétaire. Et on tape, exactement, sur l'automobiliste qui sont, je crois, 2 icônes qui sont 2 vaches à lait aujourd'hui pour le. Elisabeth. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que Madame Hidalgo a-t-elle fait un référendum pour nous imposer ces pistes cyclables absolument partout dans Paris ? A-t-elle fait un référendum pour ces plots immondes jaunes ? A-t-elle fait un référendum pour les rues qui changent de sens au milieu et tout le temps ? Est-ce qu'elle a fait un référendum pour nous rendre la vie impossible ? Et maintenant, si vous voulez, elle croit s'attirer comme ça un succès d'estime avec ses SUV. Mais moi, je vais évidemment voter pour les SUV et j'invite tous les Parisiens à faire de même. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger, on revient sur quoi ? Les 48 millions de contrôles d'identité en France. Avec vous, Elisabeth Lévy, Madame Hidalgo. Désolé, oui. Absolument. Et avec vous, Benoît Perrin. Sur l'économie française qui est en berne, et il faut le dire. Et voilà, 0826 300 300, réagissez quand vous voulez, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bon vendredi à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Benoît Perrin, et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Vous regardez les actualités régionales ? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne demi-tour. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table, c'est une estimation sur les 47 millions de contrôles d'identité réalisés chaque année. Voilà, je n'imaginais pas qu'il y en ait tellement de contrôles d'identité, 47 millions de contrôles d'identité. La Cour des comptes a donné 2 suggestions à propos de ces contrôles d'identité. D'une part, d'améliorer la formation des policiers, et d'autre part, de mettre en place, vous savez, la caméra vidéo. Mais ma dernière observation, c'est formidable quand on voit un tel nombre de contrôles d'identité dans l'année par rapport en définitive aux incidents qui ont lieu à la suite de contrôles. Eh bien, je trouve que c'est une sorte d'hommage qu'on rend à la police. Elisabeth Lévy. Pas pourquoi vous appelez Françoise deux fois. Là, franchement, j'ai quasiment pas un mot à rajouter parce que je trouve que Philippe a parfaitement raison. Je ne peux pas rajouter pas un mot à enlever à ce qu'a dit Philippe.
Ouais. 100% d'accord. Au moins, c'est ça. Moi qui croyais que la perfection n'était pas de ce monde. Excusez-moi, j'avais raison, c'est le plus grand esprit Ça va français. être un Stéphane maintenant, comme il fait Berne. Hein. Ouais. Oh là là. Ah, mais dis donc, Elle est d'une facilité. Elle est un peu davidienne. Ce que j'allais dire, c'est du plagiat. À ce niveau-là, c'est du plagiat. Très bien, Elisabeth. Puisque vous êtes là, Stéphane Bern, dites-nous toute la vérité sur l'état de l'économie française avec vous, Benoît Perrin. Alors, chers amis de Sud Radio, savez-vous que l'INSEE a de l'humour? Et oui, tant fin mieux. octobre dernier, à la grande stupeur des économistes, elle annonçait une croissance de plus 0,1% au troisième trimestre 2023. Et puis, il y a quelques jours, stupeur puis tremblement, l'INSEE revient, sans le dire trop fort, sur son estimation et la patatras, le chiffre est de moins 0,1%. Oups, la boulette. Exactement. Alors justement, les mêmes économistes estiment, à partir des indicateurs avancés de l'économie, que, a priori, la récession est pour demain. Quand on parle de récession, vous savez, c'est lorsque 2 trimestres de suite, les chiffres de la croissance sont négatifs. Et là, on va y arriver. Pourquoi ? Parce que tout va mal. L'inflation décélère. On est à peu près à 3,5% quand même. Les faillites d'entreprises explosent. Le chômage repart à la hausse. Le bâtiment voit à peu près 300 000 de ses emplois menacés. La consommation des ménages est fragile. Bref, rien ne va. Et pourtant, le gouvernement ne dit rien de la situation véritable de l'économie française. Donc on ne peut, je crois, qu'inciter le gouvernement à dire aux Français la vérité. L'économie va mal. Il faut absolument prendre les mesures qui s'imposent, puisque sans baisse des dépenses publiques, sans baisse des impôts, sans baisse des charges qui pèsent sur les entreprises et sur les salariés, on ne pourra jamais retrouver de la croissance. L'urgence est là. La croissance économique dépend des décisions du gouvernement. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Philippe Bilger. Est-ce que vous êtes d'avis, Benoît, lorsque la note a été maintenue, est-ce que vous êtes de l'avis de certains qui disaient que c'était au fond pas une bonne nouvelle pour la France? Alors c'est effectivement une nouvelle catastrophique pour la France. Alors on explique ce que c'est. C'était une agence de notation, Standard & Poor's, qui risquait de dégrader la note de la France le week-end dernier. Voilà, et qui finalement ne l'a pas fait. Absolument. Alors, on sait que les agences de notation ont noté des produits toxiques il y a quelques années triple A. Donc les agences de notation, a priori, on peut avoir un peu de recul par rapport aux notations qu'elles donnent. Et deuxièmement, et là vous avez encore une fois raison Philippe, c'est que le maintien de cette note, justement, maintient dans le formol en quelque sorte les mesures à prendre pour redresser la France. Autrement dit, puisque les agences de notation n'ont pas sanctionné la France, le gouvernement ne va rien faire. Je voudrais quand même ajouter un mot à ce que vous avez dit. Je suis désolé, ça dépend aussi des Français et du fait qu'ils voudraient bien travailler. Parce que notre problème, en réalité, c'est qu'on ne produit pas. C'est que nous avons une économie fondée sur la consommation, tirée par la consommation. Nous subventionnons d'ailleurs la consommation, peut-être pas assez, mais on produit d'après Bavray, je crois, moins d'un quart des produits manufacturés que nous consommons. La preuve par l'automobile, les chiffres que je donnais, 20 milliards de déficit, on était à 12 milliards, je crois, d'excédent au début des années 2000. Ça dépend pas que du gouvernement, ça dépend aussi du fait que les gens arrêtent de pleurnicher en pensant toute la journée qu'ils travaillent trop. Toujours très optimiste, Petite parenthèse assez amusante, il y a le rapport de la Cour des comptes, là, il y a la semaine dernière, sur les 35 heures dans la fonction publique. C'est la blague quand on a mis en place les 35 heures, c'est de dire, les 35 heures, on va y aller mollo, on va faire d'abord 32 heures, après 33 heures, après 34 heures, après 35 heures. C'était DSK qui avait dit ça. Et là, et en fait, le dernier rapport de la Cour des comptes montre qu'en fait, il y a la majorité, en tout cas, des fonctionnaires ne travaillent même pas 35 heures. Les solutions, c'est quoi ? Les solutions, c'est de au moins faire sauter le verrou des 35 heures, puisqu'en fait, que ce soit la droite ou la gauche, en fait, comme une espèce de logique de cliquer, personne ne veut revenir dessus. Mais ça veut dire quoi ? Revenir aux 39 heures ? Il faut au moins revenir aux 39 heures exactement. Il faut donc baisser les dépenses de fonctionnement de l'État. Il faut baisser drastiquement les impôts qui pèsent sur les entreprises et sur les particuliers. Il faut faciliter l'investissement dans les entreprises. Il y a plein de mesures à prendre. Oui, mais avons-nous les moyens de faire ça ? Baisser les impôts. On a les moyens de faire ça, à condition de baisser les dépenses. Ça permettra effectivement de baisser les impôts. Mais on dit que les 35 heures n'existent plus depuis longtemps. Alors non, si, la preuve c'est qu'aujourd'hui quand vous embauchez quelqu'un, c'est quand même en tout cas quand il n'est pas cadre, c'est sur la base de 35 heures, et si vous voulez l'embaucher plus de 35 heures, il faut des majorations de salaire et de charges sociales. Allez-y, Elisabeth. Non, je voulais faire mon tour de table. Mais non, mais c'est après la pub. C'est après la pub. Vous avez un peu de temps. C'est pour ça qu'on a le temps de bavarder. Je voudrais poser une question très courte au Benoît Perrin. Moi, quand j'entends le ministre de l'économie et des finances, j'ai l'impression qu'il est dans la méthode Coué, tout va toujours très bien. Est-ce que c'est pas hallucinant ? Là, il est sorti du bois en disant il n'y aura plus de vignettes.
Oui, exactement. Quelle annonce. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression quand on écoute les gouvernants, mais ça c'est depuis longtemps, c'est qu'on parle de sujets justement un peu futiles. En revanche, l'essentiel, en l'occurrence l'économie en tout cas à mes yeux, eh bien, on n'en parle jamais et donc du coup, on se retrouve dans une situation qui est catastrophique. Oui, mais avec peut-être des gilets jaunes demain, avec des tensions sociales monstrueuses, parce que quand les gens, on le sait bien, ont du mal à finir les fins de mois, y compris ceux qui travaillent, parce qu'en fait, le vrai sujet de la France, c'est aussi ça, c'est-à-dire que même les gens qui travaillent ont du mal à finir leur fin de mois, on se retrouve avec des révolutions potentielles. Oui, mais là encore une fois, je ne suis pas sûr que si quelqu'un se présente aux élections en disant nous sommes en faillite, il va falloir travailler plus, vous aurez moins de prestations sociales, etc. Je ne suis pas sûr que cette personne va être élue. Donc, la méthode Coué, parce que on a raison évidemment de critiquer les gouvernants, mais je pense que parfois il faudrait aussi être capable de critiquer les gouvernés, de nous critiquer nous. Mais je suis d'accord. Car nous achetons, c'est nous qui votons, nous achetons ces bobards, nous achetons, nous sommes très contents et surtout nous sommes drogués à l'argent public. Exactement. Voilà. Oui, voilà. Et comme toute drogue, c'est toujours difficile de s'en départir. Effectivement. Et Elisabeth Lévy, ce sera vous dans quelques instants. Allez, on fait une petite pause. Les vraies voix aujourd'hui avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger et Benoît Perrin. À tout de suite, on fait une pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ravis de vous avoir et merci de votre fidélité. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous et Benoît Perrin aussi, contribuable associé. Le tour de table de l'actu d'Elisabeth Lévy est tourné vers la mairie de Paris, Elisabeth. Oui, enfin c'est encore un propos d'Anne Hidalgo qui m'a fait bondir. Alors je vous fais un petit résumé. Il y a eu une polémique avec Clément Beaune. Pourquoi ? Parce que Anne Hidalgo s'est inquiétée en disant que tout était en retard pour les JO, comme si elle n'était pas du tout partie prenante d'ailleurs, mais enfin bon, et qu'on n'y arriverait pas, notamment pour les transports. Effectivement, les Parisiens, les Franciliens voient bien les chantiers absolument partout. Alors, Clément Beaune a dit que c'était pas bien, qu'il fallait se retrousser les manches plutôt que de cracher sur notre pays en disant qu'on est nul et qu'on n'est pas prêt. Et là, alors ça n'a pas plu à Madame Hidalgo. Et que dit-elle ? Extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il a dit cracher sur notre pays. En vrai, il y a aussi, dans leur contentieux, il y a le périph' à 50 km/h. Oui. Hein. En plus, Clément Beaune, qui lui connaît peut-être pas directement, mais en tous les cas, il a entendu parler du pays profond et des gilets jaunes, et il sait que ce genre de mesure peut mettre le feu aux poudres en plus. Eh bien, cette expression cracher sur notre pays, que nous dit Madame Hidalgo, c'est parce que je suis pas assez française. Non, mais franchement, je veux dire, il faut qu'elle se taise. C'est plus possible d'entendre de tant d'âneries, qui d'ailleurs, je l'ajoute à votre florilège de tout à l'heure, cher Philippe. Est-ce que c'est pas mettre l'extrême droite à toutes les autres, accuser Clément Beaune, qui est de la gauche de l'AREM, qui vient même, enfin de Renaissance, pardon, qui vient même du PS, le qualifier d'extrême droite, c'est un peu surtout quand même... que lui-même passe assez souvent son temps à glisser sa détestation de l'extrême droite, même quand la question ne la concerne pas directement. Mais c'est grotesque, vous avez raison, Elisabeth. Mais au fond, un jour, il y aura un miracle. Anne Hidalgo dira quelque chose de pertinent. Enfin, moi, je pensais à un autre miracle, d'ailleurs, c'est qu'un jour, Anne Hidalgo ne sera plus maire de Paris. Et ça... J'ai été trop déçu. Je n'espère plus. Alors, l'autre miracle, c'est que je connais deux grands intellectuels. Je connais du coup Philippe Bilger. Et puis, je vous invite à lire le dernier bouquin de Mathieu Bock-Côté qui s'appelle Le totalitarisme sans le goulag, dans lequel il explique très bien cette mécanique de l'extrême droitisation des adversaires qui fonctionne extrêmement bien. Donc, on n'est pas dans une société où on enferme les gens vraiment dans des prisons. En revanche, leur coller l'étiquette d'extrême droite permet vraiment de les exclure du champ du débat. Ça ne permet plus. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait... Non, mais c'est une arme qui est encore utilisée. Non, mais oui, mais en fait, ça n'a plus... Je dis pas que ça fonctionne. Non, mais vous dites que ça permet de les écarter. Non, ça ne permet plus. Pour eux, c'est une arme. Non, c'est fini. Ils savent que ça tourne à vide, que c'est une rhétorique qui n'a plus aucun effet. Moi, on m'a traité de fasciste d'extrême droite. Je n'ai pas perdu un ami à cause de cela. Alors que si j'avais été vraiment d'extrême droite ou fasciste, je pense que ça aurait eu des conséquences. Donc tout le monde sait que c'est bidon. Ça ne... C'est une espèce de c'est des mots avec la bouche, ils ont plus que ça à dire, extrême droite, quand ils savent pas quoi dire, ils disent extrême droite. Mais c'est tellement délirant et c'est tellement une mécanique, même qu'entre eux,
il s'y qualifie comme tel. Sauf que c'est un réflexe pas bien. On a le temps là, oui, bien sûr. Il y a une petite anecdote qui n'a évidemment pas de rapport avec l'élévation de vos deux pensées, mais c'est le chanteur Vianney qui s'est fait reprocher d'avoir eu, et on ne sait pas si c'est le cas, en tout cas, à un moment donné, on évoquait une amitié qu'il pouvait avoir avec Geoffroy Lejeune. Eh bien, il a éprouvé le besoin de dire je ne veux pas rentrer dans vos salades. Il aurait pu tout simplement répondre mais vous me fichez la paix. Et je vous voilà. C'est ça qui mettre la politique partout. Ouais, mais alors il y a quand même aussi parfois il y a une espèce quand même, on peut essayer de chercher une espèce de logique, de rationalité cachée. Ce qu'ils accusent en général, ce qu'ils taxent d'extrême droite, c'est tout ce qui est trop français à leurs yeux. Tout ce qui est franchouillard, tout ce qui est la France des provinces, la France des... Ce qui est dommage, parce que c'est tellement bien d'être franchouillard. Moi, je suis super franchouillard. Mais si vous voulez, pour eux, ils sont encore dans cette espèce de fantasme. Si vous voulez, vous avez des élites, n'est-ce pas, tellement élégantes, qui parlent anglais, comme nous le savons, comme Madame Hidalgo, que vous avez certainement entendu sur Sud Radio. On l'a passé sur Sud Radio, c'était génial. Mais elle n'est pas franchouillarde, elle est mondialisée, elle s'intéresse aux villes du monde entier. Alors voilà. En fait, je me demande si, je vois bien, vous avez des lectures infiniment nuancées. Mais je vois bien, je me demande au fond si cette extrême droite ressassée, exploitée surabondamment, n'est pas le poison pervers que la gauche jette au visage de la droite pour l'empêcher d'être elle-même. C'est la gauche en définitive. C'est la mise en pratique d'une citation de Staline dans les années 20 ou 30 qui disait « Quand vous débattez avec un adversaire politique, traitez-le de fasciste, le temps qu'il se justifie, vous pourrez argumenter. » C'est une citation de Staline appliquée. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Dans un instant, on va revenir sur cette information face au terrorisme. 65% des Français sont favorables à des mesures d'exception, selon un sondage IFOP pour Fiducial Sud Radio. Jean-Philippe Dubrul était avec nous, directeur du pôle opinion, expertise, actualité et politique à l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que les Français ont appris à vivre finalement avec la menace terroriste ? La réponse est simple, oui. On en parle dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très bien accompagné, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy et Benoît Perrin de Contribuables associés. Et vous au 0826 300 300. Et c'est le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc face au terrorisme, 65% des Français estiment qu'il faut adopter notre système judiciaire et prévoir des mesures d'exception dérogeant à nos principes juridiques constitutionnels. Résultat de notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, Philippe. Oui, et c'est un chiffre qui baisse puisqu'en 2016, après l'attentat contre le Père Hamel, c'était 77% contre 65% aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez que vous vivez en sécurité en France? Est-ce que vous pensez que la France est préparée face à la menace terroriste avec les règles, les lois actuelles, ou est-ce qu'il en faut de nouvelles pour mettre des mesures d'exception? C'est déjà arrivé notamment à l'époque. Pour lutter contre le terrorisme, faut-il mettre en place des mesures d'exception? Vous dites oui à 74%. Je pensais par exemple à l'époque à l'état d'urgence en 2015, etc. Jean-Philippe Dubrul est avec nous, directeur du pôle opinion, expertise, actualité et politique à l'IFOP. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio avec vous, Philippe Bilger. Lutter contre... Est-ce qu'il faut des mesures d'exception selon vous? Vous qui êtes... On en a déjà, me semble-t-il, eu un certain nombre qui ont été sous l'égide de François Hollande, intégrés dans le corpus ordinaire, parce qu'à juste titre, on avait perçu que la menace terroriste allait durer tout le temps. Mais est-ce qu'on peut encore imaginer d'autres mesures encore plus coercitives, procéduralement plus confortables pour les enquêteurs? Certainement. Alors, je pense qu'il faut accepter au moins 2 à 3 constats. Le premier, définitivement, sortir de l'idée que le terrorisme peut appartenir aux principes relevant de la criminalité ordinaire. Deuxième élément, il est évident
qu'il faut simplifier les procédures de telle manière, à mon sens, que le terrorisme islamiste ne profite pas d'un état de droit qu'il méprise pour mieux nous tuer à l'avenir. Troisième et dernier élément, je vais le plus vite possible, c'est que il faut arrêter cette perversion française qui, face aux défis du présent, qui nécessite un certain nombre de mesures, pourquoi pas, qui seront insérées dans le droit ordinaire, a peur que dans le futur, des malfaisants s'en emparent pour nous entraîner vers le fascisme ou, que sais-je, un néonazisme. Donc c'est 3 pistes, mais pour le reste, c'est évident qu'on peut toujours faire mieux en matière de lutte contre le terrorisme. La gauche angélique dirait on peut toujours faire pire. Elisabeth Lévy. Oui, sans doute, on peut toujours faire mieux, mais à condition de ne pas faire n'importe quoi. Parce que moi, je crois quand même que quand on attente aux libertés publiques, c'est qu'on attentera un jour aux miennes. Je veux dire, il n'y a pas... On ne définit pas, la loi est la même pour tous, donc ce qui va s'appliquer aux terroristes islamistes, alors pas ceux qui sont condamnés, qui relèvent d'un autre droit, mais je dis, il faut, quand on touche aux libertés publiques et aux libertés constitutionnelles, il faut le faire avec la main qui tremble, donc le yaka faucon qu'on entend tout le temps, il faut enfermer tous les fichiers S, etc. Pour moi, la limite est simple, c'est-à-dire, je serais assez favorable, par exemple, à ce qu'on trouve une astuce juridico-administrative pour prolonger la détention des individus condamnés et considérés comme dangereux, par exemple, jusqu'aux Jeux Olympiques, qui vont être un problème de sécurité, donc pour se préserver au moins à ce moment-là. En revanche, là où je ne suis pas du tout, et qui d'ailleurs, c'est quand on me dit qu'il faut enfermer des gens qui sont simplement fichés, hein, on parle même pas de la partie centrale du fichier qui est avec toutes les lettres, la SCPRT, mais simplement FSPRT. des fichiers S, c'est-à-dire de gens qui n'ont commis aucune infraction, parce que là, on entre d'abord dans un champ non constitutionnel et non démocratique, qui me semble tout de même grave, et je ne voudrais pas qu'on leur fasse ce cadeau aux islamistes et aux djihadistes. Tous les fichiers sont pas terroristes. Et en plus, un de nos grands problèmes aujourd'hui, ça n'est pas les attentats commis par des réseaux ni par des gens fichés, c'est le type qui se radicalise tout seul devant sa télé, devant des vidéos de l'État islamique et qui prend un couteau qui sort. Celui-là, de toute façon, vous pourrez pas grand-chose. Donc, faisons-le, oui, mais alors attention. Et on n'a pas parlé des magistrats, mais j'ai plus le temps. Benoît Perrin. Si vous aurez. Alors c'est vrai, quand on touche aux libertés publiques, je suis assez d'accord avec les deux. Je pense qu'il faut le faire vraiment avec vraiment le plus grand tact. On a, je crois, tous l'impression qu'il y a des moyens et que des lois ont été votées justement pour protéger les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas. À partir du moment où exactement elles sont appliquées. Parce que je crois que la vraie difficulté, c'est pas tant encore une fois de faire une énième loi pour lutter contre le terrorisme, mais c'est au moins s'assurer que celles qui sont votées sont appliquées. Et puis deuxièmement, le vrai problème, et ça le juge antiterroriste Trévidic l'explique très bien, et Elisabeth vient de le faire aussi, c'est que la difficulté, c'est pas tant les réseaux, parce que les réseaux, globalement, on arrive quand même à les identifier et à faire en sorte qu'ils ne commettent pas l'irréparable. C'est la personne qui est isolée, contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter. Je ne parle même pas du fait que si potentiellement, en plus, il est dérangé psychologiquement, on sait très bien que qu'est-ce qui se passe, on lui donne parce que très souvent c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que des gens un peu dérangés psychologiquement, on les envoie à l'hôpital, on leur donne des médicaments, et comme on peut pas les garder, on les sort de l'hôpital. Et donc du coup, on sait aussi que pour le coup, la psychiatrie est aussi le parent pauvre de la médecine. Donc la vraie difficulté, c'est peut-être d'accepter en partie qu'il y a des aléas contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Et j'aurais tendance à dire, c'est un peu la vie. Mais on doit quand même attendre, évidemment, que l'État fasse le maximum pour nous protéger, parce que je crois la première demande qu'on a vis-à-vis de l'État, c'est quand même d'assurer notre sécurité. Un mot, il me semble que déjà il y aurait quelque chose qui permettrait de resserrer notre problème, c'est d'arrêter de laisser entrer n'importe qui dans notre pays. Combien d'attentats ont été commis par des gens qui n'avaient rien à faire sur notre sol? Déjà, occupez-vous de l'immigration. Bon sang. Jean-Philippe Dubrul, vous êtes en notre compagnie. Alors on parlait de cette question. Est-ce que quelque part les Français, c'est quand même assez fort, il y a une majorité des 2/3, on peut dire à 65%, sont prêts à aller plus loin dans les mesures de lutte contre le terrorisme, mais jusqu'où à votre avis? En fait, c'est une question existentielle. À l'instant, on parlait d'aléas, on parlait d'un risque terroriste qui est toujours présent, qui pèse, c'est une épée de Damoclès. Et ce chiffre de 2/3 des Français qui nous disent
oui, contre le terroriste, il faut des mesures d'exception, il s'explique par une autre question que nous posons depuis de très nombreuses années, c'est de demander aux Français est-ce qu'ils estiment que la menace terroriste est élevée ou pas dans notre pays. Et le fait est que, depuis 2015, grosso modo, on est quasiment tout le temps au-dessus de 90% des Français qui nous disent que la menace terroriste est élevée dans notre pays, quasiment la moitié qui nous disent qu'elle est très élevée. Autrement dit, quand je vous disais tout à l'heure que les Français avaient appris à vivre avec cette menace, en effet, c'est le cas. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ce regard des Français qui nous disent la menace terroriste est très élevée et de manière constante. Il y a quasiment jamais de relâchement. La fois la plus récente où il y a eu du relâchement, c'était juste avant l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est reparti à la hausse. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un climat, depuis un certain nombre d'années, où les Français prennent pour acquise la menace terroriste, la craignent toujours, et dès lors que vous leur mettez sur un plateau, vous leur proposez, faut-il ou pas, des mesures d'exception pour limiter, combattre, réduire cette menace, forcément, vous avez une majorité de personnes qui se rangent à cette opinion-là. Jean-Philippe Dubrulle, est-ce qu'à votre avis, les Français sont très conscients du fait que une démocratie peut vigoureusement se défendre sans se renier, ou est-ce que vous avez chez certaines catégories de citoyens des aspirations à d'autres formes de régime ? Alors, on a des enquêtes là-dessus, notamment des enquêtes sur le régime démocratique globalement et l'attachement à certains principes démocratiques. Et il est vrai que dans notre pays, il y a une partie de la population, de 20 à 25% de personnes, de manière assez transversale sur l'échiquier politique, même si elles sont plus représentées à la droite de la droite. Mais on a une part de la population, en tout cas tentée par une forme d'autoritarisme, c'est le minimum qu'on puisse dire, ou en tout cas d'action très forte et sans trop de protection, j'allais dire sans trop de chichi. Il y a une part de la population qui est tentée par cela, mais c'est une aussi durcissement, c'est ça que vous dites. Oui, d'un durcissement et peut-être d'une simplification des procédures au prix de plus de vérification. Mais c'est aussi une opinion qui survient après des années, voire des décennies, de relative impuissance de l'État, c'est-à-dire une impuissance de la puissance publique, en fait. Et forcément que plus vous enchaînez ce climat-là, où finalement les actions semblent insuffisantes en intensité ou en nombre, forcément vous créez une attente dans une partie du pays d'actions plus radicales. Benoît Perrin. Est-ce que dans les études d'opinion que vous faites, vous observez que les gens, justement partant du fait qu'ils ont quasiment acté qu'ils ne pouvaient plus rien attendre de l'État, sont de plus en plus favorables au port d'armes individuelles, puisqu'on voit bien que dans les directeurs de clubs de tir le disent tous en disant mais c'est extraordinaire depuis 3-4 ans. Exactement, les inscriptions explosent pour justement que tel ou tel Français puisse avoir chez lui légalement une arme. Donc autrement dit, est-ce que vous sentez dans l'opinion une montée, un basculement, voilà, exactement. Alors pour le coup, c'est une tendance qu'on ne questionne pas premièrement, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, mais dans le faisceau d'indices qu'on peut avoir sur d'autres enquêtes, on relève pas forcément de tendance chez les Français à chercher des méthodes pour se protéger eux-mêmes individuellement. Voilà, là on parle des armes à feu, ça pourrait être dans le cas du terrorisme, c'est pas forcément super adapté, mais ça pourrait être des cours de self-défense, par exemple. Ça pourrait être des stages on est sur une autre dimension, mais on a parlé il y a quelques années du survivalisme ou des choses comme ça. Et en tout cas, dans tous ces moyens de se dire, je vais me débrouiller tout seul maintenant dans ce qui est relatif à ma propre survie, on parle de la vie, tout simplement, ça, on ne mesure pas forcément, encore en tout cas, de basculement en ce sens. Après, peut-être, je ne nie pas qu'il y ait des frémissements, mais en tout cas, ils ne sont pas encore assez massifs pour être enregistrés par nos instruments, si vous voulez. Elisabeth Lévy. Oui, je voudrais prolonger la question de Philippe Bilger. Aristote, oui. Aristote, c'est bien. C'est trop tôt même. Bon, alors, Platon. Donc, non, là, c'est pas assez. Mon sentiment, en fait, c'est pas dans cette étude-là, mais peut-être vous avez, c'est que les Français sont malheureusement, à mon avis, de moins en moins attachés et soucieux de la liberté. Ils sont beaucoup plus soucieux d'égalité, et pour eux, la liberté s'oppose à l'égalité, et
je dirais aussi de sécurité, qui pour eux s'opposent peut-être à la liberté. Et donc, si vous voulez, est-ce que dans le fond, on n'a pas un peu, on se gargarise du mot, mais on se fout un peu de la chose? Jean-Philippe Dubrul, très court. Réponse courte, oui. Réponse un poil plus développée. Dans tout un tas d'enquêtes qu'on a pu faire, chaque fois que les libertés fondamentales ont été remises en cause dans le débat, je pense notamment à tout ce qui est lié à la confidentialité des échanges, au flicage sur Internet, ou aussi à la polémique autour des journalistes qui avaient le droit ou pas de filmer les manifs. Par exemple, dans ces deux exemples-là, quand on interrogeait les Français là-dessus, dans leur immense majorité, je vais être cash avec vous, ils s'en fichaient. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrul. C'est encourageant, merci. Directeur du pôle opinion, expertise, actualité et politique à l'IFOP. Et merci beaucoup à nos vraies voix du jour. Merci beaucoup Elisabeth Lévy d'avoir passé ce vendredi à nos côtés. De Hanouka. Exactement. N'oubliez pas d'allumer vos bougies, bien entendu. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Encore une semaine de passé. Ça passe trop vite. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Merci beaucoup d'être Merci Cécile, merci David. Terminer la semaine vraiment par l'émission des grandes voix, c'est vraiment des vraies voix. En se souvenant des grandes voix, ça doit être la concurrence. On vous souhaite un très joli week-end. On se retrouve demain lundi. Lundi, vous on retrouve mardi, Cécile, c'est ça? Ah oui, je suis pas là lundi. Tu n'es pas là lundi. À quel titre, ma chère Cécile? Parce que j'anime une très belle soirée qui s'appelle La Nuit du Bien Commun, où nous allons lever de l'argent pour des associations. Si c'est humaniste, je ne discute pas. Absolument. Voilà, c'est de l'engagement. Tout de suite, merci à vous Cécile, merci à notre formidable équipe. Tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet et Philippe Loiselet. Et ensuite, on va parler Oval. Et merci à notre équipe pour cette belle semaine. Passez un bon week-end. Salut, à lundi, à mardi.